Oui, alors on va prendre les questions, commentaires de la salle. Je pense qu'on a eu beaucoup de présentations fortes, intéressantes, et Hélène a bien relancé un certain nombre d'éléments, effectivement, qui étaient ressortis dans les présentations. Alors, si vous voulez déjà faire signe, là, les personnes qui ont des questions, commentaires, ça peut être apporter d'autres éléments. Et également, je vous invite aussi peut-être à répondre aux interrogations qui ont été soulevées par Hélène déjà. Ça peut être un début de la discussion. Je pense qu'un des aspects que moi aussi j'ai relevé, outre ce qu'a déjà évoqué Hélène, c'est comment aussi les conditions de travail, au fond, ce qu'on pourrait parler, le débat en anglais, good jobs, bad jobs. Et ça tombe tout à fait dans notre débat aujourd'hui, la qualité de l'emploi, effectivement. Lorsqu'on a plutôt de bonnes conditions de travail, on peut aussi avoir des éléments qui facilitent effectivement la conciliation, alors que dans beaucoup d'autres cas, et on va y revenir d'ailleurs dans les présentations suivantes, le fait que dans de mauvais emplois, entre guillemets, et d'ailleurs, nous, on est aussi hôtellerie, restauration, agente de bar. Bon, on voit que ça n'est pas la même chose que quand je regardais les avocates, par exemple, ou les cadres et professionnels. Alors, si vous voulez, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir déjà aux commentaires et peut-être lever la main? Là, je n'arrive pas à croire qu'il n'y aurait pas des commentaires sur ce genre de présentation. Oui, le micro va venir. Oui, voilà, présentez-vous. Oui, bonjour, France Noël, Emploi Québec. Là, ma tête bouillonne parce qu'il y a eu beaucoup, Oui. beaucoup, beaucoup de données là, de mentionner. Je vais m'assurer que j'ai bien compris, puis je suis étonnée. Si j'ai bien compris, je suis étonnée. Quand on parle de la proportion qui vivent un conflit entre les obligations professionnelles et familiales et personnelles, moi, ce que j'ai entendu, c'est 1 sur 2 ou non pas 1 sur 2, mais plutôt 20 je crois, ou 25 dans l'étude de monsieur. Euh, bon, je suis étonnée de cette proportion-là. Je l'aurais pensé plus élevée. Et je suis également étonnée de l'écart homme-femme. Je n'ai pas vu d'écart très, très significatif là, qui distingue les deux genres. Donc ça m'étonne beaucoup. Et je me demande si le fait qu'il n'y ait pas plus d'écart entre les genres que ça, si c'est pas relié au rôle que les femmes, on se donne de la perception qu'on a de notre rôle dans la société, qu'on se doit d'assumer davantage les responsabilités familiales, le bien-être de la famille, etc. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus? Oui, voilà. Faut que je prenne le micro. Ça marche ça? Oui, c'est mieux. Normalement, est-ce qu'il est. Je pense qu'il est. Sinon, donc, ben, en fait, en recherche, ça dépend de l'indicateur qu'on utilise. Donc, selon les questions qu'on va utiliser pour former notre indicateur versus d'autres questions, on peut arriver à des résultats différents. Donc, 20 l'indicateur que j'ai créé, j'ai considéré 5 questions, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, et j'ai pris les parents qui mentionnent vivre un conflit pour 4 ou 5 des 5 situations à l'étude. J'aurais pu prendre 3, donc on aurait eu un pourcentage plus élevé. Là, je voulais me concentrer vraiment sur ceux qui disent souvent toujours à 4 ou 5 items. Donc, il faut toujours... C'est pour ça qu'une publication, ça va mentionner plus ce genre de limite-là, ce que j'ai pas le temps de faire dans une présentation de 15 minutes. Et moi, c'était des questions un peu plus indirectes. Donc, on disait pas, est-ce que tu as de la difficulté à concilier travail-famille? Est-ce que, est-ce que ton horaire de travail fait en sorte que tu as de la misère à t'occuper de tes enfants le soir? C'est des questions un peu plus indirectes, alors que d'autres études vont utiliser d'autres genres de questions. Dans mon enquête, en tout cas, il y a un écart quand même entre les hommes et les femmes, quand même 15 sur les 20 le 20 c'est l'ensemble des parents, 25 les femmes, 15 les hommes. Donc, quand même un écart significatif. Puis, si je prends les questions individuelles, avoir souvent toujours l'impression de courir toute la journée, 61 les femmes, 41 les hommes. Avoir manqué de temps pour soi, dans le fond, 64 les femmes, 50 les hommes. Manquer de temps pour leurs enfants, 34 les femmes, 26 les hommes. Être physiquement épuisé à l'heure du souper, 45 les femmes, 31 les hommes. Et les exigences du travail sur les familiales, il n'y a pas de différence significative. Donc, il y a quand même, quand on pose des questions un peu plus, tu cours toute la journée, es-tu épuisé à la fin de la journée? Donc, moins lié spécifiquement sur le conflit travail-famille, mais quand même qui sont des bons indicateurs, à mon avis. Donc, on a quand même des écarts entre les hommes et les femmes. D'autres enquêtes
chez ce que j'ai lu, en tout cas dans la recherche, c'est quand on pose la question directement, avez-vous de la difficulté à concilier travail-famille? Même des fois, ça va être chez les hommes que ça va être... puis probablement parce que les femmes, c'est ça la vie. Fait que, je le qualifierais pas de difficulté parce que je fais avec, puis c'est comme ça. Donc, ça dépend vraiment du type d'indicateur qui est utilisé pour mesurer ça. Il y a plusieurs échelles qui existent. Oui, je pense qu'effectivement, donc, il y avait tes questions qui se rapprochent d'ailleurs de celles de l'enquête sociale générale, qui sont très proches. Et moi aussi, quand je posais la question, est-ce que vous avez de la difficulté à concilier, on se rapprochait des 50 %. Et j'avais trouvé à un moment donné des données de Statistique Canada fort intéressantes sur le stress des conjoints, enfin, ou des hommes et des femmes. La présence d'enfants ne faisait pas changer le niveau de stress chez les hommes, alors qu'elle doublait du côté des femmes. Alors, je pense que du côté des hommes, parfois, concilier travail et famille, c'est la dimension travail à laquelle ils peuvent dire, oui, j'ai de la difficulté, surtout du point de vue du travail, parfois. Puis, il y a une autre chose, je ne sais plus, dans les différentes présentations, je pense que c'est peut-être aussi ta présentation, Amélie, où le nombre et l'âge des enfants ne ressortaient pas, alors que très souvent, en tout cas moi, ça ressortait beaucoup, et dans les études de Guérin-Saint-Onge aussi. Et quand vous évoquez les taux faibles, ben c'est au fond la référence aussi, ce que disait Hélène, par rapport au parcours de vie. C'est pas pareil tout au long du temps. Lorsque les enfants sont très jeunes, ensuite c'est un peu mieux, mais pas toujours, et ça peut continuer jusqu'à 15-16 ans, et ensuite arrivent les parents plus âgés. Donc, ça aussi, ça joue. Le nombre et l'âge des enfants, normalement, ça a une certaine incidence, et les parents plus âgés. Donc, ces pourcentages-là, si on prenait les personnes et qu'on posait la question, au cours de votre vie, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu, et pendant combien de temps? Ben là, on aurait peut-être des taux de 100 %. S'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être ajouter, oui? Pour préciser, je veux dire, si on avait ajouté, si on avait ajouté une catégorie, donc pour ma part, c'était 3 sur 5, on arrivait sensiblement au même chiffre. Peut-être plus élevé un petit peu, mais effectivement, il y a une petite notion d'arbitraire dans ce choix-là, de choisir le nombre de situations rencontrées pour calculer ces indicateurs-là. Mais on est quand même justement dans les mêmes eaux. C'est sûr que ça appelle la nécessité peut-être d'avoir des indices qui soient plus standardisés, plus validés, parce que cette notion d'arbitraire-là, ben, c'est une des faiblesses, disons. J'aime pas parler des faiblesses, mais il faut en parler. Donc, c'est dans ce sens-là aussi. Nos résultats se rejoignent. Il n'y a pas d'incohérence là-dedans. Je voudrais ajouter les attentes de rôle. Non seulement il y a des attentes, comme disait Amélie, que les femmes s'attendent à faire un certain nombre de choses et elles ont intériorisé ça, mais il y a aussi des attentes des ménages. Quand les ménages font des arbitrages sur la base de la rémunération que touche l'autre conjoint, et donc ça fait plus de sens que moi qui touche une rémunération moindre, je réduise mes heures, je ralentisse mon rythme, je prenne une pause. Ce raisonnement sur une base économique court terme, il est quasiment universel, mais il n'y a pas un choix qui prend en compte la diversité des effets, notamment à moyen et long terme, sur la pauvreté des femmes, de un. C'est un risque d'autant plus élevé, comme je le disais tantôt, qu'on est dans des situations, au Québec, on est champion toute catégorie de divorce et d'union libre. Donc, ça, c'est pas intégré dans la réflexion des gens, de sorte que les filles s'attendent à ce qu'elles prennent ce slack pour le soutien à la famille sur la base d'un raisonnement économique très limité. Ça aussi, ça a besoin d'être vu. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui, allez-y. Ah, en fait, je vous inviterais à lire un document qui a été publié récemment par le Conseil du statut de la femme concernant le partage de responsabilités, je dirais, du congé parental. Et ce qui, moi, m'a frappé à la lecture de la recherche, à quel point, finalement, il y en avait très peu de discussions au sein du couple, que d'emblée, ça allait naturellement à la mère. Et qu'au-delà des aspects économiques, que naturellement, c'est la mère qui va prendre le congé parental et ça va de soi. Donc, ça rejoint vos préoccupations. Puis, je vous invite à consulter l'avis, le rapport qui a été publié. C'est fort révélateur en ce sens-là. Oui, ça, je peux confirmer parce que j'ai fait des entrevues avec des pères et effectivement, c'est son congé. Elle m'a donné une partie de son congé. Alors, c'est un peu particulier. Quoique, on voit effectivement la dimension financière lorsque la conjointe est aux études ou alors lorsqu'elle gagne beaucoup plus. Là,
c'est là qu'on voit des pères qui vont prendre d'ailleurs des plus longs congés. On va y revenir aux pères en fin d'après-midi. Je vous laisse aller avec votre question. Oui, bien, tout d'abord... Parce qu'il y a un micro, peut-être, vous l'avez? Joanne Bertrand, je suis de la Fédération autonome de l'enseignement. Ça nous intéresse particulièrement. Nos membres sont 75% de femmes à peu près. Alors, ça nous intéresse beaucoup, ces sujets-là. Je trouve ça super intéressant, mais comme toute recherche, il y a toujours, on parlait des limites méthodologiques, il y a toujours quelque chose. Moi, une chose qui m'intéresse beaucoup, M. Paquot en a brièvement parlé, puis vous en avez tous un peu parlé, c'est le fait que, veux pas, dans ce type de questions-là, il y a un côté perception. Parce qu'une personne peut percevoir beaucoup plus grave un problème qu'une autre selon l'habitude qu'elle a d'avoir à le gérer. Puis M. Paquot, on a parlé brièvement que peut-être l'écart qui est moins grand entre les femmes et les hommes pourrait s'expliquer par le fait que les hommes, confrontés à une situation difficile qu'ils ont moins l'habitude de gérer, puis que socialement, on s'attend moins à ce que ce soit eux qui la gèrent, réagissent plus fortement, trouvent le problème plus grave et la difficulté plus grande. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a déjà eu des études qui permettent de mesurer cet écart-là? Moi, je fais toujours l'analogie peut-être un petit peu boiteuse, là, mais moi, j'avais un ami qui venait d'un pays africain, il trouvait qu'il faisait froid en tabarouette l'hiver, beaucoup plus que moi. Fait que des fois, je me dis, quand on n'est pas confronté à une situation, on peut réagir et répondre à des questions comme ça. Il y a une partie perception. Puis je me demandais s'il y avait des études qui étaient capables de mesurer ça, qui existaient. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent répondre. Je sais que, bon, c'est vrai que dans les études, on parle de soutien organisationnel perçu, de soutien social perçu. Donc, ce sont, dans la plupart des cas, des perceptions. Et je pense que dans l'étude aussi, il y a été question ce matin, on différencie bien le soutien du conjoint. Je me souviens des premières études où le soutien du conjoint, ça pouvait être aussi général que je suis d'accord avec le fait qu'elle occupe un emploi. Bon, d'accord, ça ne m'aide pas beaucoup. Et nous, dans les recherches, je pense justement qui avait été faites ensuite avec Guérin, on avait repris comme ça aussi, on avait distingué concret et simplement émotionnel, je pense que vous avez dit tout à l'heure. Soutien émotionnel versus concrètement, il fait quelque chose et donc ça m'aide. Et nous, en tout cas, on avait bien vu que le soutien émotionnel ou empathique, ça n'aidait pas à réduire le conflit. Donc, s'il y a d'autres commentaires, peut-être? En tout cas, ça n'aide pas à résoudre les problèmes de devoir à 4 heures ou à 5 heures le soir, selon les horaires. Moi, sur quoi, bien évidemment, c'est une approche sociologique et pas statistique là, ici, mais ce que j'aimerais reprendre des différentes informations qui ont été données aussi, c'est toute la question, vous venez de le mentionner, des perceptions. C'est-à-dire que dans notre société où on pense que l'égalité entre les filles et les garçons est maintenant atteinte, ben, je veux dire, c'est un leurre. Ça, on le sait, là, les salaires, écart salarial persistent encore, le plafond de verre existe encore, mais pour les filles, plusieurs filles vous diront que le plancher collant aussi existe encore. Et donc, dans une certaine mesure, ce qui importe de réfléchir plus largement, et c'est pour ça que je vous disais que j'étais en accord en partie avec la notion d'utiliser la question de parents, mais disons en demi-accord, parce que en ce moment, l'utilisation de la notion de parent laisse croire que c'est la même chose d'être un parent masculin et d'être un parent féminin. Or, toutes les statistiques, qu'on le veuille ou non, même celles qui montrent peu de différence, indiquent que ce n'est pas la même chose. Mais ici, je pense qu'il faut revoir toute la question, vous venez du milieu de l'éducation, toute la question de la socialisation des filles. On socialise encore les filles et les garçons à se penser distincts. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la notion de division sexuelle du travail. C'est-à-dire qu'il est évident que encore aujourd'hui, même si on a par hasard donné une petite poupée à un garçon en quelque part lors de sa 7e année, il est évident qu'on destine encore les femmes à la maternité et que la question est posée aux femmes sur la question d'avoir des enfants. Je ne connais pas un employeur à date qui a posé à un homme la question « Souhaitez-vous avoir des enfants? » Et même l'employeur qui ne la pose pas, parce qu'en principe, il n'est pas censé la poser, s'interroge et on sait, par exemple, que quelqu'un qui est en union, qui a l'âge d'avoir un enfant, etc., c'est un facteur qui peut être discriminant pour les femmes parce qu'effectivement, les femmes, on complique un peu la vie des employeurs parce qu'on part en congé de maternité, parce qu'on demande des congés de parentalité plus nombreux, etc. Mais il faut arriver, et ça, quelques mesures que ce soit, il faut arriver à faire changer les mentalités. Et je pense que la semaine de 4 jours, c'est merveilleux. Les horaires comprimés, c'est merveilleux. Le télétravail, c'est merveilleux. Mais pour moi, ça introduit une 3e tâche, au sens où on revient à cette logique
de la femme responsable du foyer. Et ça, qu'on le veuille ou non, les études statistiques montrent 20 de plus de travail rémunéré pour les hommes, 20 de moins de travail rémunéré pour les femmes, écart salarial. Ça va de soi que la logique, Hélène l'a mentionné, la logique économique va faire que la femme va le choisir, mais pis, c'est qu'elle va trouver ça normal. Et c'est ça qui est le problème. C'est pas qu'elle le choisisse qui est le problème, on peut comprendre, il y a une rationalité. Mais ce qui est le problème, c'est qu'elle considère ça normal et que dans une certaine mesure, les mesures ne soient pas prises pour ça. Alors, pour moi, cette illusion là, de l'égalité déjà là, où que les choses ont beaucoup changé, je trouve qu'il faut aller vers du qualitatif dans une certaine mesure. Je m'excuse de dire ça ici, là, mais il faut aller dans du qualitatif dans une certaine mesure pour essayer de comprendre, pour décortiquer comment ça se fait qu'une femme va déclarer moins de conflits, alors que vous savez, par exemple, qu'elle a quitté le bureau à 3h30 parce que l'école a appelé, etc., etc. Donc, il y a toute cette tangibilité, là, cette réalité de l'articulation famille-travail qu'il faut prendre en considération. Et pour moi, c'est vraiment structurel, culturel, systémique. Et les mesures individuelles n'arriveront jamais à bout, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas autant d'hommes dans le foyer qu'il y a de femmes sur le marché du travail. Bon, c'est pas pour demain. Je peux peut-être essayer de répondre à votre question, si j'ai bien compris la question donc sur les perceptions. Mais moi aussi, je suis sociologue puis je m'intéresse beaucoup à ce genre de questions-là. Dans la publication, vous allez voir en conclusion, j'ai abordé le fait qu'un des facteurs liés dans les caractéristiques, là, dans mon petit graphique, dans les caractéristiques des parents, il y a la valeur attribuée au travail, valeur attribuée à la famille, etc., qui sont à prendre en compte pour mieux comprendre le conflit travail-famille. Dans l'enquête, moi, j'en avais une qui permet en très faible partie de mesurer le niveau de l'impact de, mettons, si on veut, de la personnalité ou des valeurs sur le conflit travail-famille, qui était la pression que s'imposent les parents. Donc, ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que chez les hommes et chez les femmes, quand tu t'imposes plus de pression, tu as plus de chances de dire que ta conciliation travail-famille est difficile. Par contre, les mères salariées, 30 qui s'imposent beaucoup de pression contre quelque chose comme 12 chez les hommes. Donc, je pense que oui, les questions de perception sont à prendre en compte. Et par rapport aux études qui se font par rapport à ça, il y en a une qui est sortie en 2010, je crois, de Mme Saint-Onge et autres collaborateurs sur les dispositions personnelles qui influencent le niveau de conflit travail-famille. Donc, je pense que dans les conclusions générales, une personnalité de type A, donc personnalité anxieuse, plus compétitive, là, je l'ai dans la conclusion, je ne m'en souviens pas tout à fait par cœur, mais effectivement, va être une des dispositions personnelles qui influence le plus. Donc, à la base, on pourrait être deux personnes avec exactement le même nombre d'enfants, les mêmes conditions de travail, mais si moi, je suis une personne super nerveuse, super anxieuse, bien, je pourrais voir le conflit travail-famille de façon tout à fait différente que ma collègue qui a les mêmes conditions de vie que moi, les mêmes conditions de travail. Donc, oui, c'est à prendre en compte, mais je crois qu'il y a très peu d'études quand même qui ont évalué ça. Vous en parlez un peu dans votre livre, mais c'est pas aussi majeur, dans le fond, que les conditions de travail, là, qui sont les caractéristiques généralement les plus étudiées quand on s'intéresse à la conciliation travail-famille. Je crois que c'est les psychologues, en fait, qui regardent ça, notamment en termes de résilience. Effectivement, un individu aura plus de résilience et, en fait, dans le même contexte, va affirmer vivre les choses correctement, alors qu'une autre personne va dire non, pour moi, c'est très, très difficile. L'autre chose que j'ajouterais aussi, et c'est vrai qu'on dit, bon, il y a des mesures, et il y a le climat organisationnel qui fait que parfois on ne les utilise pas. Et il y a aussi l'attitude des groupes. On parlait des femmes elles-mêmes qui ne veulent pas laisser aller leur congé, mais aussi, lorsque j'ai travaillé, par exemple, avec les avocates, on me demande d'amener des solutions au fait que, ben, dans les grands bureaux, évidemment, si on est identifié comme femme, tout de suite, on imagine, elle va être enceinte, ceci. Et si elle l'est et qu'elle quitte, bien évidemment, tous ces dossiers disparaissent. On va te les remettre au retour, mais en fait, non, bien sûr, ils ne reviennent pas. Donc, au retour, il y a encore plus de travail à faire. Donc, la plupart s'en vont dans des petits bureaux, dans des contentieux d'entreprise, des choses de ce type-là. Et quand j'ai amené des solutions, parce qu'on m'avait dit, ben oui, propose des choses. Par exemple, le travail en équipe pour pas que ce soit un individu, un dossier. Ah oui, mais dans notre milieu, ça se fait pas. Ah oui, mais... Alors là, les normes professionnelles. Alors, il y a les femmes, il y a les normes professionnelles, il y a le climat organisationnel, il y a finalement beaucoup de choses qui font que c'est un peu difficile. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou commentaires ou si vous voulez réagir. Oui? Sylvie Morel, d'abord, merci pour la qualité de vos interventions. Je pense que c'était très, très riche. Il y a beaucoup d'éléments. Vous avez parlé, à juste titre, du poids des termes, du poids des mots. Et je pense que quand vous avez mis l'accent sur l'importance de parler d'articulation et non pas de conciliation, c'est absolument majeur. Et c'est d'autant plus important que j'ai noté, et ça c'est fort intéressant aussi, que le terme de conflit
est revenu souvent dans vos interventions, ne serait-ce qu'en termes d'intitulé de vos présentations ou de termes dont vous avez fait usage à plusieurs reprises. Donc, il est clair que conflit, ça va avec articulation, ça ne va pas avec conciliation. Et ça, je pense qu'il faut vraiment voir le lien qui existe entre les deux. Je m'interroge par ailleurs dans quelle mesure on peut mettre conflit en lien avec équilibre, par contre, qui est une autre manière dont les acétates ont été montés dans certains cas. Mais enfin, pour le reste des liens à faire entre les interventions, j'aime garder les remarques pour un petit peu plus tard, puisque demain, nous interviendrons en synthèse. Je ne veux pas tout dire aujourd'hui et maintenant. J'aurais 2 questions. Amélie Lavoie, donc vous avez dit que, j'étais frappée par le fait que vous avez dit que le mode de structuration familiale arrivait pas, donc, n'était pas un élément important d'un conflit, donc signalé en matière d'articulation, en parlant précisément du fait que les familles monoparentales ne vivaient pas un niveau de conflit plus élevé. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer ça? Parce qu'a priori, je trouvais ça un peu étonnant. Et pour Mesdames Dumais et Couture, vous avez parlé des causes, donc, des facteurs qui vont influencer donc, la prise en compte de la question de la conciliation. La structuration de la GRH, de la gestion des ressources humaines dans les entreprises, est un élément extrêmement important selon que cette fonction est stratégique ou non, etc., etc. Il me semble que ce n'est pas une cause dont vous avez fait état d'une façon élaborée. Est-ce que je me trompe? Parce que je pense que c'est très, très important d'en tenir compte, évidemment. Le poids qu'ont ces gestionnaires, d'autant plus que d'autres intervenantes ont mis l'accent sur les facteurs organisationnels dans la mise en place des mesures. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'espère que je n'ai pas dit que ce n'était pas important parce que je vais me faire chicaner là, par les directeurs. En fait, ce que je voulais dire, si j'ai dit que ce n'était pas important, c'est plutôt que quand j'ai croisé la structure familiale avec le conflit travail-famille, il n'y a pas de données significatives qui sont sorties. Et d'ailleurs, dans le rapport que j'ai produit en mai dernier sur à peu près, en fait, sur beaucoup d'indicateurs couverts dans cette enquête-là, étonnamment, donc, peut-être, il n'y a pas de différence significative selon la structure familiale, donc on soit dans une famille monoparentale, biparentale, il n'y a pas vraiment de différence. Les parents ne se sentent pas moins satisfaits de leur rôle de parent, sentent pas nécessairement beaucoup plus de stress, etc. Donc, c'est plutôt, il n'y a pas de différence significative. Est-ce que c'est dû à quoi? Là, il faudrait pousser plus loin. Mais c'est vrai que généralement, on peut avoir tendance à dire « Ah, pauvre mère monoparentale, elles doivent tellement faire de mauvais enfants. » Mais bon, dans l'enquête, c'est parce qu'on n'a pas vu que l'expérience parentale était si différente qu'on soit dans une famille monoparentale intacte ou recomposée. Il faudrait pousser plus loin. Si je voulais faire une mauvaise blague, je dirais que c'est parce que le mari n'est plus là. Ou qu'elles sont particulièrement résilientes. Ça réduit les difficultés de conciliation ou le conflit. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Parce que sur le conflit, notamment, c'est vrai qu'il y a eu énormément... En fait, les premiers travaux, au fond, c'était le conflit. Encore là, ça nous vient beaucoup des psychologues. On le mesure, travail-famille, famille-travail. Je pense que pour moi, le mot à éviter, c'est équilibre et la traduction littérale de balance en anglais. Alors que pour conciliation, articulation, bon, je pense qu'au Québec, on a la chance, disons que le débat sur la conciliation a été largement discuté. Donc, c'est vrai que, bon, pour poursuivre dans ce sens-là, on s'inscrit avec cette terminologie. Pour moi, la fin des termes indique que bien conciliation, c'est aussi une question de mouvement. Donc, je pense que je le verrais plutôt comme Hélène, en sens d'objectif. Ça n'indique pas du tout qu'on est dans un équilibre ou un balance qui est réalisé. Mais... par contre, oui, il y a vraiment cet aspect. Il y a d'autres mots qu'on a vus, intégration, cumul, etc. Donc, il y a toute une série de terminologies qu'on pourrait aller chercher. En même temps, on se dit, moi, j'aimerais pas qu'on recule. En tout cas, le sentiment que j'ai en France où les syndicats considèrent que ça ne les concerne pas, qu'ils s'occupent des conditions de travail, mais la conciliation travail-famille, c'est autre chose. Bon, alors c'est quand même assez proche. Et du coup, là-bas, le débat est un peu... fermé dans un petit groupe. On a, en tout cas, je pense, la chance de pouvoir aussi un peu interpeller les employeurs. Et je pense que ça revient là, à cette question sur la GRH, les employeurs. Mais si je pouvais juste terminer sur la question de l'articulation, je pense que c'était important de voir que conciliation, ça veut dire comment on peut créer des mesures qui rendent plus facile la vie
mais on la regarde vraiment du point de vue du milieu du travail. La question... Pour moi, pas nécessairement. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont comment améliorer, sauf pour dire qu'il faudrait que les conjoints en fassent plus pour améliorer la vie familiale. Il y a des mesures qui ont été faites sur les garderies, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'adresse vraiment à des mesures maintenant qu'on a un certain filet social intéressant, on s'intéresse davantage à des mesures vers l'industrie. Pour moi, l'articulation, la raison pourquoi on a essayé dès 92 d'imposer le terme d'articulation, c'était parce que ça donnait cette idée systémique du problème. Et ce que ne fait pas la notion... Mais c'est pas grave, en fait. Ça, c'est comme quand on me dit que Bourdieu a écrit un livre sur la domination masculine. Ben, c'est évident qu'il a piqué nos idées, mais en même temps, le fait que Bourdieu ait écrit un livre sur la domination masculine voulait dire qu'on avait réussi à traverser le mainstream. Alors, je dirais un peu la même chose avec l'utilisation du terme conciliation. C'est pas grave si ça nous amène à quelque chose, mais il faut comprendre par ailleurs ce que sous-tend l'articulation, c'est-à-dire la tension et le fait, et ça on le mentionne peu souvent, qu'il y a des activités qui sont créées dans l'intersection et qui n'appartiennent ni au monde de la famille, ni au monde du travail, mais à la rencontre des deux mondes. Mais dans le fond, là, je ne fais pas une dispute que de ne pas être passé à la postérité pour ne pas avoir fait valoir le terme articulation, mais je pense que c'est intéressant de faire comme on fait là, utiliser les deux et comprendre ce que l'un et l'autre transportent. En fait, en réponse avec votre préoccupation, ce qu'on observe dans l'étude, puis c'est dans ça, j'en suis convaincue que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité aussi. Et vous le savez, les petites organisations, les petites entreprises sont moins structurées, n'ont pas de direction des ressources humaines. Donc, la gestion, notamment des ressources humaines, se fait au cas par cas, de façon, peut-être en tout cas en matière de CTF, de façon plus arbitraire. Alors, plus l'entreprise grandit en termes de prendre l'expansion, plus elle va pouvoir avoir de moyens pour se doter justement soit d'une personne responsable des ressources humaines ou une direction des ressources humaines, ce qui fait que là, on voit apparaître des démarches beaucoup plus structurées où on va avoir une évaluation formelle des besoins, où on va avoir un suivi, une évaluation, ce qu'on voit rarement dans les petits milieux, faute de moyens, faute de temps, mais nonobstant ça, il y a quand même d'excellentes pratiques qui sont mises en place dans les petites entreprises, mais ça se fait peut-être plus de façon informelle ou non structurée. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation, mais c'est ce qu'on a observé. Et en réponse à ce que vous mentionniez par rapport aux avocats, en fait, moi, ce que j'ai observé notamment dans un des projets qu'on a soutenus à l'époque, c'était dans une firme de comptables et ça m'a fasciné de voir qu'au début, l'employeur y croyait, l'ensemble des gestionnaires y croyaient et ce qui est arrivé, ils ont mis en place un ensemble de mesures de CTF et après, je ne sais pas, disons 1 an, là, au début, il y avait un taux d'utilisation des mesures de façon importante et lorsqu'ils ont fait l'évaluation à la toute fin, ils se sont rendus compte que là, il y avait une diminution l'utilisation des mesures en raison de la pression des pairs. Donc, il y a toute la question des travailleurs, des travailleuses entre elles pour un ensemble de motifs qui, des fois, sont justifiés ou non. Dire, lui, il n'en prend pas, elle n'en prend pas. Si moi, j'en prends, je vais être mal vue. Donc, il y a un effet d'entraînement, de nivellement vers le bas. Puis ça, c'est un aspect qu'on a... en tout cas, évaluer, oui et non. Je n'ai pas vu vraiment encore, peut-être qu'il y en a, là, mais des études qui s'intéressent spécifiquement à ça. Puis dans une perspective générationnelle, on le voit aussi quand arrivent les enfants, les parents, les proches aidants, ceux qui deviennent proches aidants. Donc, la pression des pairs, P-A-I-R-S, est fondamentale. Hein. On a fait une journée, justement, lundi, sur les travailleuses proches aidantes, un colloque, en fait, là-dessus, avec les regroupements des proches aidants, etc. Et une des choses qui ressort aussi, c'est que ces personnes-là hésitent encore plus. Alors là, il va y avoir beaucoup de boulot à faire. On disait qu'il y a déjà beaucoup de boulot encore là, sur emploi-famille, mais les travailleuses proches aidantes, majoritairement des femmes bien sûr, hésitent encore plus à en parler parce que là, les perspectives de carrière, les meilleurs dossiers, quoi que ce soit, c'est beaucoup plus difficile. Et aussi parce que c'est beaucoup plus instable par rapport en termes de responsabilité. Est-ce que vous avez des petites choses à ajouter? On va devoir s'arrêter. Là, il y avait une question. Est-ce que vous pouvez y aller peut-être rapidement ou... Est-ce qu'on aura encore du temps pour discuter cet après-midi aussi? Bon, oui, bonjour, Jean-Patrice Canel d'Emploi Québec aussi. En fait,
Pour me faire une tête sur l'ampleur du phénomène des conflits famille, travail-famille, ou de l'articulation entre la famille et le travail, ce qui me manque, c'est comme un comparatif, parce que oui, on peut parler que c'est 20 c'est 50 60 des familles qui ont des conflits ou qui ont un niveau de conflit élevé, mais moi, je suis pas mal certain qu'il y a des familles sans enfants qui ont des conflits aussi, un certain niveau de conflit de base. Donc, on tombe dans la perception. Puis là, je n'ai pas entendu parler, mais pas mal sûr que si on me dit que c'est 25 je ne serais pas surpris. T'sais, on peut dire que c'est beaucoup, on peut dire que c'est énorme, mais c'est pas quelque chose qui touche juste les familles avec enfants. Non, les données que je mentionnais tout à l'heure, qui venaient de l'ESG, où on demandait des personnes sans enfants avaient à peu près un taux de conflit justement de 22 disons, ou de stress, parce que ce n'était pas formulé dans ces termes-là, c'est plutôt stress. Et lorsqu'arrivaient les enfants, ou en présence d'enfants, les femmes, ça doublait à 40 et les hommes, ça restait relativement stable. Donc, oui, bien sûr, mais dans ces cas-là, parce qu'on parle beaucoup d'enfants aussi, et comme je viens d'évoquer la parentalité, les gens qui n'ont pas d'enfants, ils ont généralement des parents, et à un moment donné, ces personnes-là, ou les conjoints, parce que c'est aussi parfois des conjoints, un conjoint malade, âgé, etc., notamment pour les femmes qui sont parfois un peu plus jeunes que leurs conjoints, donc qui se transforment en infirmières. Les infirmières et travailleuses sociales, d'ailleurs, sont fortement sollicitées parce qu'elles ont encore plus les compétences naturelles pour s'occuper de ces personnes. Donc oui, comme vous le dites, même sans enfants, et même si les parents n'étaient pas là, à ce moment-là, c'est plus une situation par rapport au travail comme tel, des niveaux de stress élevés. Je ne sais pas s'il y a des ajouts. On va devoir conclure là-dessus. Un dernier petit commentaire, oui? Il y a eu des efforts qui ont été faits par des gens pour normaliser les différents rôles sociaux. Et donc, si tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir des conflits vie personnelle et vie de travail, et c'est tout aussi légitime. À mon avis, c'est une stratégie qui est dangereuse parce que prendre du temps pour m'entraîner pour monter le Kilimandjaro, en termes de contribution sociale, c'est pas la même chose que prendre soin d'enfants, de parents malades, etc. Et il y a des incidences en matière de politique sociale et de justification des ressources qui sont consenties dans l'organisation pour donner de la souplesse qui fait en sorte que le conflit est moins grand. Alors, autant je trouve que c'est un pas autour de la normalisation, d'avoir autre chose dans sa vie que le travail, d'inclure les autres rôles qu'on peut jouer dans la société, autant je trouve que c'est dangereux autour du véritable enjeu dans notre société, c'est-à-dire la légitimité de la responsabilité de soins et de son assignation aux femmes comme étant une nécessité, et du fait que les gars obtiennent des brownie points quand ils le font. Alors là aussi, on a le double standard. Et force est de constater que des hommes qui sont nouvellement divorcés et qui découvrent le rôle de père et s'y investissent sont bien vus et l'organisation est prête à faire des assouplissements. Mais les filles ont intériorisé que c'est leur dû de le faire et elles font privément des culbutes extraordinaires et des acrobaties extraordinaires pour réconcilier des demandes élevées et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle sans brownie point. À mon avis, il y a là un enjeu important d'équité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Sinon, on va peut-être conclure là-dessus, effectivement. Moi, j'avais vu dans une conférence quelqu'un qui m'avait dit « Oui, moi, j'ai un cheval, je fais de l'équitation, donc je vais m'en occuper. » Et effectivement, j'avais dit « Oui, c'est une question de priorité, l'intervention de l'État et le soutien organisationnel de l'entreprise. » Je pense qu'effectivement, lorsque c'est des soins, ce que les anglophones appellent le care, il y a des enjeux sociaux et des éléments beaucoup plus importants de ce point de vue-là. Je veux juste préciser, oui? puis je comprends tout à fait, puis c'est pas en ce sens-là que je voulais le dire. Ce que je voulais dire, c'est en sens, quand on me présente des résultats statistiques, j'ai pas le point de comparaison. C'est le point de comparaison de me dire... dans le cas social général, il y a, si je peux me permettre, on voit justement le fait d'être une femme, les catégories socio-professionnelles, ces variables, ils sont femmes, hommes, durée du travail, etc. Et donc, prochain colloque, on ressortira ces comparaisons.